Alors écoutez messieurs, évidemment d'abord, c'est un immense honneur pour nous que de vous recevoir ce soir. Le but de notre petit panel qui va durer une petite vingtaine de minutes, pas plus, c'est vraiment d'inspirer la salle, c'est vraiment de parler de ce qui vous a amené à nommer plus de femmes, ce qui vous a amené à mettre en place des politiques, ce qui a fait que vous avez cru dans les femmes. Mais avant de commencer notre échange, je vais vous demander à chacun de prendre 2 minutes pour nous parler de votre vision. Alors, on va commencer par Yves Desjardins-Siciliano, qui est dans la catégorie PDG. Alors, merci. Alors, écoutez, personnellement, c'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte cette reconnaissance. Et c'est parce que Caroline sait vous convaincre, même quand vous hésitez, que j'accepte. Mais au nom de Via Rail, c'est avec beaucoup de fierté. Parce que quand je suis devenu PDG de Via Rail en mai 2014, on avait un conseil d'administration où il y avait 10 hommes et 3 femmes, un comité de gestion, de direction qui avait 8 hommes, dont j'étais un, et on avait l'habitude d'engager des gars, parce que c'est du domaine ferroviaire, et c'est comme ça. Et évidemment, on a changé notre pratique, et aujourd'hui, on a un conseil d'administration paritaire dont le crédit ne me revient pas, mais bien au gouvernement, qui a choisi de prendre cette direction. Et comme l'a dit notre nouveau premier ministre, après tout, on est rendu en 2016. Mais le comité de direction, par contre, ça, c'était une initiative des gestionnaires. Et aujourd'hui, on a 3 femmes et 5 hommes sur le comité de direction. Et 30% des gestionnaires principaux de Via Rail sont des femmes. Et quoi d'autre a changé chez Via Rail dans ces 2 ans et demi-là? Pas vraiment grand-chose. Les trains sont plus vieux qu'ils étaient. Ils sont aussi en retard qu'ils étaient, peut-être des fois un peu plus. Mais, pour la première fois en 30 ans, l'achalandage augmente, les revenus augmentent, le déficit baisse, l'engagement, la mobilisation des employés augmente. Et je crois fermement que le succès est jamais orphelin et il n'a jamais une seule raison. Mais une des raisons principales pour laquelle Via Rail aujourd'hui connaît le succès qu'elle n'a pas eu depuis 30 ans, c'est parce qu'elle est dirigée avec égalité par des hommes et des femmes qui amènent leurs aptitudes et leurs ambitions à Via Rail. Et c'est en leur nom que j'accepte cette reconnaissance. Vous êtes un ambassadeur extraordinaire. Merci. Vraiment. Monsieur Tessier, quant à vous, président du conseil de la Caisse de dépôt, je dois vous dire que quand on cherchait dans la catégorie président du conseil, votre nom n'arrêtait pas de ressortir. Alors j'ai dit, écoutez, on a compris, c'est Robert Tessier. Et effectivement, j'ai rencontré plusieurs femmes qui m'ont dit que vous avez changé leur destinée, leur carrière. Alors dites-nous en 2 mots, en quelques mots, ce qui vous motive. Premièrement, merci Caroline. Une mise au point, je ne suis pas féministe du tout, je suis réaliste. Oh! Alors, c'est bon. Quand je regarde cette salle, alors, où évidemment il y a une majorité de femmes, très nettement, je pense que ça va être l'univers corporatif dans une vingtaine d'années. Et je suis honoré ce soir, mais en fait, je veux surtout honorer les femmes qui sont sur mon conseil. Alors, on est 14 membres au conseil et j'ai 6 femmes. Et chacune d'entre elles a dû franchir le plafond de verre quelque temps dans sa vie. Chacune d'entre elles a occupé des fonctions supérieures. Chacune a eu l'occasion de bouger dans sa carrière, d'atteindre au plus haut niveau des organisations. Alors, je veux les remercier et de la chance que j'ai eue de pouvoir les recruter et d'avoir des femmes à un conseil. On aura l'occasion d'en parler dans la conversation, mais ça change beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, une chose que ça change, c'est d'amener plus de femmes dans l'organisation. Il y a une préoccupation, il y a une volonté très ferme du conseil, mais animée par les femmes qui en font partie. Et ces femmes-là au conseil, j'ai 4 comités, et
c'est assez complexe, la caisse. Là. Michael dit que c'est facile, là, mais c'est pas vrai. Pas facile. Et il y a 4 comités pour creuser davantage. Et sur les 4 comités, il y a deux personnes, 2 chairs qui sont des femmes. Et elles font vraiment un travail remarquable. Alors donc, l'honneur que j'ai, je pense que je n'ai pas aucun mérite, c'est d'avoir été chanceux de trouver ces personnes-là autour de moi. Merci. Merci beaucoup. Merci. À mon tour. Alors, c'est à vous, Monsieur François Coutu, président et chef de la direction du groupe Jean Coutu. Donc ici, pour représenter votre père, je voulais mentionner quand vous êtes arrivé au moment où nous avons commencé à envoyer nos invitations et à parler de cet événement. Quand on nommait Yves Desjardins-Siciliano, Robert Tessier, tout le monde était toujours impressionné, mais quand on nommait Jean Coutu, il y avait un moment d'attendrissement en plus. Et vous le savez, votre père est un homme extrêmement admiré, respecté, et qui a en plus effectivement atteint la parité dans son groupe très rapidement. Et pour avoir parlé à des femmes qui siègent sur votre conseil, c'était sa volonté. C'est ça. Alors, vous savez, c'est l'ami de tous, mais de tous et chacun. Mais aussi, ce soir, malheureusement, il devait écouter les conseils de son médecin et de rester chez lui parce qu'il a eu une petite opération chirurgicale durant l'été et il se devait de prendre un peu de repos. Alors, je l'ai remplacé et j'ai même écrit un petit quelque chose, vous permettez? Alors, toutes les dames ici dans la salle, vous allez voir, vous allez aimer ça, ce que je vais lire. Alors, effort de parité, c'est curieux d'entendre cette expression encore de nos jours dans une société évoluée comme la nôtre. Chez nous, chez Jean Coutu, plus de 60% de notre clientèle est du genre féminin. Plus de 70% de nos employés sont aussi du genre féminin. Alors, comment pourrions-nous faire abstraction de la situation présente? Mais au-delà de cela, il y a un autre constat qui nous amène à voir les choses telles qu'elles sont. Les femmes apportent une énergie, une dimension qui transforme notre société. Que ce soit, je continue, à la réussite scolaire, dans le rôle de concilier famille-travail, dans les ambitions créatives, les femmes forcent l'homme à se secouer. En effet, l'obligation de toujours devoir se surpasser stimule, réveille ceux pour qui tout semble devenir une routine. Et pour toutes les sociétés publiques qui retardent plutôt des choix évidents, celles-ci se privent d'une vision différente, d'un grand apport qui se situe dans la différence et qui aide à la réflexion, à la prise de décision, à la lecture des différentes problématiques et à la façon de les régler. En d'autres mots, mesdames, vous nous manquiez. Merci. Excellent. Alors, messieurs, vous nous avez parlé de votre motivation, de ce qui fait que, d'après vous, il est important d'avoir plus de femmes. Vous parlez de résultats au niveau de la performance financière, vous parlez de l'engagement des employés. Finalement, c'est toute une culture qui change dans les entreprises. Dites-nous en quelques mots, comment vous vous y êtes pris? Quels obstacles vous avez rencontrés et qu'est-ce que vous avez connu comme succès et comme échec? On va commencer par vous, Monsieur Desjardins-Siciliano. Alors, comme je disais tantôt, suivant l'exemple établi par mon actionnaire, qui était la ministre des Transports, l'honorable Lisa Raitt, qui avait fait savoir que si on lui recommandait des membres du conseil d'administration, elle les considérerait en autant que c'était des femmes. Et donc, elle n'a pas été subtile dans son message. Et comme bon serviteur de l'État, on lui a donné des candidates
Et c'est ainsi qu'a commencé cet entraînement. À ce moment-là, j'étais le secrétaire du conseil d'administration et je suis devenu le président dans la même année. Et pour moi, c'était l'évidence. C'était un peu triste qu'elle soit obligée de le demander. Mais quand l'opportunité m'a été donnée de former un comité de gestion, pour moi, c'était l'évidence. Donc, j'en ai fait le diktat, moi aussi, pour moi-même, dans mon recrutement de nouveaux officiers pour la compagnie. Et au niveau des gestionnaires principaux, ça n'a pas été compliqué. J'ai dit à mes 8 vice-présidents, dorénavant, pour les gestionnaires principaux, je veux voir les 2 derniers candidats en liste pour tous les postes et un de ces candidats doit être une femme. Et si votre recommandation n'est pas d'employer la femme, d'engager la femme, vous devez m'expliquer pourquoi et comment l'homme est-il supérieur à cette femme. Évidemment, le résultat a été que dans les 8 prochains recrutements, 7 étaient des femmes et 1 était un homme. Sur les 7, notre ratio de succès à l'emploi n'était pas différent. Il y en a 2 qui ont quitté depuis parce qu'ils n'ont pas réussi à passer à travers l'exercice de vivre avec nous pendant plus qu'1 an. Mais c'est le même ratio avec les hommes. On a cette impression qu'il y a un risque à engager une femme, alors que j'ai engagé bien des hommes que j'ai dû congédier en 6 mois ou 1 an, parce que malgré qu'ils semblaient très bien, ils m'ont beaucoup déçu. Et donc, je suis prête à vivre avec la déception d'engager la mauvaise femme, de la même façon que je suis prête à engager le mauvais gars, en autant qu'on m'amène les 2. Et une fois qu'on force cette règle, on dirait que c'est devenu nature pour tout le monde, pour les gestionnaires. Et avec le temps, ça va se rendre jusqu'aux premières lignes de l'entreprise. Donc, bravo, oui, vraiment. Ça mérite de beaux applaudissements. Et en d'autres termes, vous confirmez que les femmes sont là, on les trouve et qu'elles sont compétentes. Tout à fait. Monsieur Tessier, vous voulez commenter? Oui, bien, en fait, la Caisse a toujours eu des femmes à son conseil parce que la ministre l'a dit. Le ministre est mon ami. Elle a toujours eu des femmes à son conseil. Quand on m'a offert la présidence du conseil de la Caisse, il y avait 3 femmes. Et il y avait beaucoup de postes vacants. C'était en 2009. Ça n'allait pas très bien, hein, Michael? Pas très, très bien. C'est un peu amélioré depuis. Alors, et la ministre des Finances dont on relève, c'était Monique Jérôme-Forgette. Elle m'a dit, vous pouvez constituer votre conseil, M. Tessier, je fais confiance, mais je veux des femmes. Pas facile, parce que d'une part, disons que c'est pas très attractif au départ. Et j'ai constaté une chose, parce que au niveau de la Caisse, on cherche, c'est compliqué un peu le niveau de fonctionnement de cet immense appareil. Alors, les femmes qui avaient de l'expérience, un niveau d'expérience, étaient très occupées. Très, très occupées. C'est une problématique qui demeure, j'en parlerai plus longtemps. Et finalement, j'ai utilisé mon réseau, un chasseur de tête, et trouvé un créneau des femmes qui n'avaient pas encore de conseil, mais qui arrivaient en fin de carrière dans des fonctions importantes. Alors, on a recruté une partie de ces gens-là, de ces femmes-là. Alors là, on est 6. Je pense qu'on est dans la zone de parité. Michael, malheureusement, n'est pas une femme, donc il siège chez le conseil. On va te faire avec. Alors voilà, c'était... une fois qu'on a compris l'apport des femmes à un conseil d'administration, c'est plus une question. C'est clair qu'il va toujours en avoir, et à peu près dans ces dimensions-là. Il s'agit de les trouver. Je vous trouve très humble et modeste, parce qu'en fait, bien au-delà du CA, de la Caisse de dépôt, je pense que vous avez vraiment une fibre féministe et que beaucoup de femmes vous doivent beaucoup. Et je le dis parce que je l'ai entendu. Alors, je veux quand même le souligner.
Alors, Monsieur Coutu, en ce qui vous concerne ou ce qui concerne votre père, je ne sais pas si vous voulez parler de votre expérience ou de ce qui a guidé la vision de Jean Coutu, qui finalement est quand même précurseur dans tout ça. Oui, oui. Il n'y a pas simplement les postes de direction. Hein. Si on regarde un peu dans le passé, là, les métiers qui étaient traditionnellement faits par des hommes ou par des femmes, il y avait beaucoup de réticence à accepter le genre opposé ou l'autre genre pour faire des choses. Sauf pour les femmes. J'ai remarqué que, disons, des métiers qui étaient traditionnellement pour les femmes, lorsque les hommes faisaient leur entrée, ils étaient bienvenus. Ils étaient, oui, c'est intéressant, on a beaucoup de femmes avec nous autres, on aimerait savoir des hommes. Alors, ils étaient comme rassurés de venir dans leur métier qui était traditionnellement rempli par des femmes. Chez nous, si on regarde, disons, un métier traditionnellement fait par des hommes à l'entrepôt, OK? Moi, à un moment donné, j'ai réuni les hommes qui faisaient le métier chez nous à l'entrepôt, et je leur ai dit, vous savez, on va de plus en plus engager des femmes, OK? Comment va être votre réaction? Comment allez-vous les accepter chez vous? Et je leur ai justement parlé de cette anecdote, ou du moins de cette situation où, le contraire, ils sont toujours bienvenus lorsqu'ils veulent exercer un métier des femmes. Pourquoi pas l'inverse? Et je peux vous dire que ça a aidé beaucoup, beaucoup. Il y a des hommes chez nous qui étaient un peu machos, là, qui ont accepté et qui sont aujourd'hui très près de ces employés féminins et qui font un excellent travail ensemble. Alors, je pense que c'est un bon exemple. Ça peut se faire aussi, pas seulement au niveau des postes de direction, mais aussi dans des postes qui sont traditionnellement réservés à un genre en particulier. Oui, c'était aussi un bel exemple de changement de culture, finalement, que vous avez réussi. Alors, je vais juste vous poser une dernière petite question avant qu'on regagne la table, parce que je pense que tout le monde a envie également de réseauter, mais j'aimerais simplement savoir si vous avez chacun un conseil pour les hommes qui sont ici ce soir et qui peut-être se disent « Oui, c'est vrai, ça a l'air intéressant d'avoir plus de femmes, mais j'ai jamais focusé là-dessus, je ne sais même pas par où commencer. » Est-ce que vous auriez une recommandation sur comment s'y prendre pour faire ce changement de culture et mettre l'emphase sur aller chercher plus de femmes? Un conseil pour les hommes? Oui, pour les hommes. Pour les dirigeants qui présentement n'ont peut-être aucune femme. Vous savez que 40% des CA n'ont aucune femme au Canada. Il faut faire un changement. Qu'est-ce que vous leur diriez? Oui. Alors, d'abord, j'ai des conseils pour les deux. Hein? Oui, c'est bon. Le conseil que j'aurais pour les femmes, là, c'est d'abord et avant tout, oser. Bravo. Hein? Oser. Et pour les hommes, j'aurais le conseil de adaptez-vous. Hein? Que ce soit les questions d'équité salariale, que ce soit les questions d'accommodement, l'équilibre travail-famille. Il faut savoir s'adapter à cette réalité parce que le gain, à la fin de l'exercice, il est commercial. Oui, je fais ça parce que ça m'est naturel, parce que ma mère me l'a inculqué et elle m'a démontré l'exemple. J'ai jamais compris qu'il y avait une différence entre les gars et les filles jusqu'à temps qu'on me l'enseigne dans le monde du travail. Si jamais je m'étais porté chez nous à mettre une différence entre une fille et moi, j'en aurais mangé toute une. Hein? Et donc, quand je dis oser, c'est oser pour vous-même, mais oser aussi pour vos enfants. Oser leur donner ces valeurs à vos garçons comme à vos filles. Qu'on est habillé différemment, on se comporte différemment, et c'est là la force. C'est dans la diversité. Et le Canada est la nation la plus diverse au monde. Et c'est par là que va continuer le succès de ce pays. C'est cette capacité de s'adapter, de s'accommoder, de se respecter pour nos différences et ensemble, en fonction de ces différences, être plus forts comme compagnie, comme famille, comme nation. Donc, c'est un réflexe naturel. Donc, le conseil que je donnerais aux hommes, c'est adaptez-vous. Let's get on with it. Man up. Man up.
Alors, vous saluerez bien votre mère de ma part, s'il vous plaît. Monsieur Tessier? Je vais prendre ça sur un autre angle. Quand on n'est pas le premier à parler, on se fait manger un peu de notre lodge. Je vais le prendre différemment. La gouvernance au féminin, la parité, à mon avis, n'est pas pour demain. Je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, il y a évidemment les talents entre hommes et femmes, je le rejoins, c'est équivalent. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, même si on regarde dans les facultés universitaires avec quota, les femmes sont majoritaires, très majoritaires, ce qui est une démonstration de leur capacité intellectuelle. Mais il y a moins de 20% des femmes dans les corporations inscrites au TSX qui sont dans les cadres supérieurs. Et quand vous cherchez sur des conseils d'administration, vous voulez quelqu'un qui a une expérience large. Alors, il y a une grosse problématique, là. Je veux dire, il faut que les organisations laissent et favorisent, pas laissent monter, favorisent la montée des femmes, leur redonnent confiance. Et les femmes aussi, d'un autre côté, doivent investir dans des secteurs dans lesquels elles ne sont pas du tout. L'économie canadienne est très largement richesse naturelle, manufacture, et très peu de femmes sont en génie ou en technique. Et si on veut préparer, si on veut ce qui doit être fait, parce que c'est une richesse incroyable, ce potentiel des femmes qui est sous-exploité. On parle de 80% des femmes qui ne trouvent pas leur place dans l'organisation. Je pense qu'il faut que les organisations s'y mettent. Je reprends l'exemple de la Caisse. On est presque à parité homme-femme, cette affaire-là. Mais dans le secteur fondamental de l'investissement, il y a très peu de femmes. Très, très peu de femmes. Alors, on était à 13% de femmes il y a 5 ans, on est à 21%. Et c'est vraiment un programme très rigoureux qui a été mis. D'abord, une volonté du Conseil, et ça aide d'avoir des femmes au Conseil parce qu'elles ne lâchent pas. Et elles ne lâchent pas sur ça en particulier, c'est des femmes, et donc il y a... Et la direction a pris une série de moyens extrêmement précis pour faire augmenter, ce qui est au cœur de notre métier, le nombre de personnes. Et entre autres, je veux dire, c'est clair que Michael a demandé à chacun des secteurs son portrait de famille, puis quand il n'y a pas de femme dans la famille, ça ne va pas bien. Et à nos chasseurs de tête, de dire, envoyez, un peu comme, on dit, envoyez-nous pas juste des gars, parce qu'on va vous retourner le dossier. On veut des femmes sur chacun des postes. Nos stagiaires, les jeunes universitaires qui rentrent ici l'été, moitié de femmes, moitié d'hommes. Et on en a, mais je pourrais vous en parler, mais ça serait trop long. Alors, tout ça veut dire qu'il y a un gros, gros travail à faire collectif pour aller chercher le potentiel extraordinaire, à la fois humain, mais aussi économique que représentent les femmes dans la société. Merci. Excellent. Merci. Est-ce que c'est moi qui conclue? Allez-y. Alors, écoutez, je pense que tous ces vieux stéréotypes là, qui existent encore de nos jours, là, moi, j'ai confiance que le problème de la représentativité va se régler avec la prochaine génération. Là. Écoutez, les jeunes aujourd'hui, là, ils sont tous ensemble, ils sont très intégrés. Alors, je ne vois aucun problème dans l'avenir et il faut voir ça justement avec beaucoup d'espoir. Bon, je salue votre optimisme. Merci, messieurs. Alors, on vous félicite chaleureusement. On a un trophée à vous remettre.